Merci tout le monde d'être venu aujourd'hui. Ça crée un peu de nostalgie d'être ici parce que quand j'ai terminé mon bac en travail social, j'ai travaillé ici brièvement avec Marie et Marthe en maintien à domicile. C'était ma première job après mon bac et maintenant je suis rendue, c'est ça, stagiaire postdoctorale à INRS et je travaille sur le processus de reloger et réintégrer les personnes âgées en situation de différence. Mais aujourd'hui, la présentation porte sur les données principales de mon travail de doctorat que j'ai terminé l'été passé. Donc, je vais parler brièvement de l'inspiration de l'étude. Ensuite, je vais encadrer la recherche pour présenter un peu le cadre politique et de recherche en gérontologie et itinérance. Ensuite, je vais présenter l'étude, un peu de méthodologie, et les résultats, et je vais terminer avec les recommandations. Et Maya va me donner signe à 30 minutes, comme ça je vais faire le wrap-up pour 10 minutes, parce que j'ai tendance à aller, et je vais assurer qu'il y a quand même le temps pour des questions et discussions. OK, inspiration du projet. Donc, c'est ça. Comme vous savez, ben, les gens qui travaillent en maintien à domicile, ce concept de aging in place, c'est le chez-soi, le premier choix. Ça, c'est le cadre politique dans lequel on travaille. Et donc, moi, j'ai travaillé en 2007, j'ai commencé ma carrière de travailleuse sociale en maintien à domicile et aussi dans le contexte communautaire. Et via ce travail, j'ai appris que le chez-soi avait plusieurs significations pour les personnes. Donc, il y avait des gens qui se sentaient quand même bien de vivre seuls, mais il y avait d'autres qui souffraient beaucoup d'isolement. C'est les discussions autour de partir de son chez-soi pour un CHSLD ou un RI. Ça créait souvent beaucoup d'émotions, soit négatives, soit positives, mais c'était quelque chose de très important pour les personnes chez soi. En recherche aussi, c'est quelque chose, après que j'ai travaillé ici et j'ai retourné pour faire mes études sur l'isolement social, et j'ai questionné c'est quoi l'isolement social, le lieu, le chez-soi était une thématique qui revenait souvent. Et ensuite, j'étais une coordinatrice de recherche sur un projet qui regardait la gentrification dans deux quartiers à Montréal, dont où il y a la nouvelle hôpital et aussi à la Petite Patrie, donc marché Jean Talon, etc. Et on regardait, c'est l'exclusion sociale des aînés, c'est-à-dire les gens qui étaient rejetés de chez eux à cause des takeovers des logements. Et encore une fois, la thématique de chez-soi, de l'attachement au chez-soi était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Mais au lieu de, dans le contexte de gentrification, il y avait un déplacement envers un quartier plus abordable. Donc, je me questionnais, mais qu'est-ce qui arrive quand les gens sont déplacés, mais c'est pas dans un quartier, mais c'est vraiment dans la rue, pour la première fois après l'âge de 50 ans. Donc, est né un projet de doctorat. Donc là, comme je disais, le contexte sociopolitique de Aging in Place qui ne traduit pas directement en français, c'est pour ça que sans feu ni lieu. En fait, le titre, ça veut dire, c'est une ancienne expression pour vagabond, donc d'avoir pas de feu ni de lieu. Et dans les années 80, c'est le virage ambulatoire, beaucoup plus de soins à domicile pour économiser l'argent parce que bon, les institutions, ça coûte très cher pour les gens. Donc, nos politiques locales viennent quand même de l'Organisation mondiale de la santé qui définissent Aging in Place. Ça veut dire rester indépendant dans sa communauté ou dans un logement approprié. Donc, éviter d'être placé dans les institutions, c'est comme une philosophie. Et au Québec, on a le chez-soi, le premier choix, en 2003. Et ensuite, c'était révisé pour inclure non juste le domicile, mais vraiment dans sa communauté, dans cette comment encourager ce sentiment d'appartenance
Et là, si on regarde, ben, on est vraiment dans un contexte où les gens restent à domicile plus longtemps, où 90% des personnes âgées de 65 ans demeurent à domicile. Mais il y a aussi un autre, si on regarde un autre phénomène qui arrive. Bon, les gens restent à domicile longtemps, mais il y a un phénomène où il y a une augmentation de personnes de 50 ans et plus qui tombent en itinérance pour la première fois. Et si on regarde le rapport de Gates de 2013, une estimation de 235 000 personnes au Canada qui sont en situation d'itinérance, mais comme vous voyez, ça varie entre 2 et 27% de la population. Pourquoi? Bon, parce que les personnes âgées, on a des différentes définitions de personnes âgées, mais dans la littérature de l'itinérance, c'est 50. Parce que les gens ont tendance à avoir des problèmes de santé comme une personne de 10 à 20 ans plus âgée. Et là, aussi, comment est-ce qu'on définit itinérance? Selon Gates, il y a 4 typologies, dont les gens dehors, donc unsheltered, qui n'ont pas de logement, les gens en refuge, les gens à risque et les gens en situation de précarité. Donc, couchsurfing, ce type de choses. Ce que moi, je trouve très intéressant et une grosse problématique à Montréal, c'est les gens en refuge de 50 ans et plus. Et il y avait le recensement au mois de mars. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont participé dans le recensement le 24 mars. Moi, j'étais bénévole. Et bon, les résultats, ils ont vu que 49% des personnes en refuge ont 50 ans et plus. C'est quand même quelque chose. Et les nombres ont quadruplé dans les 20 dernières années. Okay? Donc, imagine, il y avait juste 10% et maintenant, c'est quasiment 50%. Et les interventions sont très liées dans les refuges au retour au travail, indépendance, autosuffisance, ce qui n'est pas toujours possible pour les gens avec des problématiques de santé qui sont très isolés, etc. Donc, j'ai rédigé un article avec des collègues pour regarder les politiques au niveau fédéral, provincial et municipal pour voir l'invisibilité des personnes âgées et pourquoi. Et l'argument, c'était on est dans un contexte où la plupart des politiques vont vers les jeunes. Et ça, c'est une raison. OK, dans la littérature, on sait qu'il y a 2 trajectoires principales pour l'itinérance par rapport aux personnes âgées. Il y a ce qu'on appelle les chroniques, donc des gens qui ont tombé en itinérance jeunes et ils avaient un cycle et là ils sont rendus âgés, ils sont toujours itinérants ou c'est épisodiquement. Et là, le récent, c'est pour les gens qui ont eu des vies stables. Et là, ils tombent en itinérance pour la première fois. La plupart des recherches, c'est les chroniques. Il y a quand même une très grosse précarité pour les 50 à 64 ans qui tombent dans une zone grise parce qu'ils n'ont pas accès à les régimes de retraite de 65 ans, mais ils sont quand même souvent pas capables de travailler, donc ils sont vraiment dans une zone grise. Ils ont des difficultés d'accès aux services de santé sociaux à cause qu'il y a beaucoup de stigmas aussi. Et on est dans un virage de logement d'abord. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un modèle où on met les gens en logement au lieu de donner des interventions. Donc, c'est un modèle qui vient de New York. Il y a beaucoup d'études, si vous êtes intéressé, le chercheur s'embarrasse. Mais là, c'est partout, c'est vraiment, c'est un modèle où beaucoup d'argent va envers le Housing First. Mais la plupart des recherches sur Housing First, c'est les gens de 30 ans, de 40 ans, on ne sait pas si ça fonctionne pour des gens avec les besoins, les gens plus âgés. Donc, vraiment, il restait beaucoup de questionnements autour de ce phénomène, mais les gens nouvellement en situation d'itinérance. Donc, la question de recherche, c'est comment les personnes âgées tombent en itinérance pour la première fois, après l'âge de 50 ans, et vivent cette trajectoire. Donc, j'étais intéressée de, qu'est-ce qui s'est passé, leur expérience dans leur logement, et ensuite, c'est des gens en refuge. Donc,
C'était ça l'échantillon ciblé, c'était les gens dans les refuges d'urgence à Montréal. Donc, pour la méthodologie, vu qu'il y a vraiment une grosse lacune pour ces problématiques, j'ai choisi la théorie ancrée, articulée par Cathy Charnas. Et j'ai recruté mes participants dans les refuges pour hommes et femmes et un centre de jour pour aînés. J'ai utilisé 50 ans et plus pour être consistant avec la plupart des recherches. Et il fallait qu'ils soient en situation d'itinérance pour la première fois et que c'était dans les 2 dernières années. Et là, j'ai fait des entretiens avec les personnes âgées. Donc, j'allais envers les gens. Souvent, c'était dans les refuges où je faisais des entrevues. Et j'ai aussi fait des entretiens avec les prestataires de services. J'ai fait des observations dans les refuges et j'ai aussi fait une analyse de documents donc, à l'interne des refuges et aussi au niveau municipal, provincial et fédéral. On est résultats. Non. Mon échantillon, j'avais 15 participants, 8 hommes et 7 femmes. Et l'âge variait entre 50 et 80 ans. Okay? La plupart étaient québécois et 12 sur 15 étaient francophones. Donc, beaucoup de gens me posent la question, mais est-ce que vous n'avez pas eu des populations autochtones? Et là, les refuges où j'ai recruté, il y avait très, très peu d'Autochtones qui fréquentaient. Donc, il y a des refuges spécialisés pour les populations autochtones qui n'étaient pas partie de mon échantillon, qui serait certainement un projet très intéressant pour des recherches futures. 11 sur 15 avaient des études postsecondaires, donc ils étaient très scolarisés. Et les revenus, comme vous voyez, variaient beaucoup. Donc, il y avait jusqu'à 2 000 $ par mois. Une femme qui avait sa pension, 2 000 $ et 500, ça c'est le minimum. La plupart avaient des appartements sur le marché locatif privé. Il y avait 3 personnes dans les HLM et aussi 4 sur 15 étaient déjà propriétaires. Okay? Et il y avait à peu près la moitié avait comme des trajectoires stables, c'est-à-dire qu'ils avaient des résidences, la même place pour 10 ou plus années. Okay? Donc, ils ne bougeaient pas beaucoup, ils étaient vraiment installés. Et aussi, il y avait des carrières, un tiers avait des carrières de 20 ans et plus. Okay? 10 avaient des enfants et la plupart, donc tous les hommes avaient un historique de dépendance et 4 de 7 femmes. Okay. Donc, si on repense à la question de recherche, donc les trajectoires envers et qu'est-ce qui arrivait pendant, bien les trajectoires envers, il y avait vraiment 2 profils différents. Il y avait des gens qui avaient une instabilité de logement au niveau logement, famille, travail. Okay? Donc, ils avaient comme une trajectoire graduelle envers l'itinérance. Selon les définitions d'itinérance, comme l'itinérance cachée, ils seraient considérés comme itinérants déjà. Parce qu'il y avait un toit sur la tête, mais il y avait quand même une grosse précarité. Si on pense à, j'imagine, en maintien à domicile, vous avez vu ça, des punaises de lit, des choses, vraiment les gens ont un toit, mais ils vivent vraiment dans une grosse précarité. Ça, c'était plus de trajectoire graduelle. Trajectoire rapide. Une stabilité de logement. Ils gagnaient bien leur vie, ils avaient des familles. Mais là, après l'âge de 50 ans, quelque chose s'est passé. Donc, une crise de santé, perte d'époux, quelque chose, ils n'ont pas de travail, a déclenché rechute en dépendance, le jeu. Et là, dans 1 an, ils étaient dans la rue. Okay? Donc, vraiment, c'était intéressant. Il y avait 2 profils différents. OK. Donc, ça, c'est une donnée principale. Comme je disais, le chez-soi, ça encadrait, c'est comme une cadre théorique pour ce travail et Aging in Place. Donc, ce qui a sorti avec les données, c'est qu'il y avait un processus d'oscillation entre se sentir chez soi ou non. Donc, je vais vous montrer tout le processus. Ensuite, on va aller plus profondément. Je vais vous montrer des exemples de ce que je veux dire pour chaque partie du modèle. OK.
Donc, les gens décrivaient leur sentiment de chez soi avec les principes de contrôle, de confort, d'intimité et sécurité. Et si vous repensez aux définitions de Aging in Place, okay, c'est les mêmes principes. Donc, ils disent, mais ça, c'est des choses qui sont importantes pour moi. Avoir un sentiment de contrôle, de confort, d'intimité, sécurité. Il y en a en anglais, il y en a en français. Mais, ce sentiment de chez soi, c'était affecté par plusieurs choses. Donc, les relations interpersonnelles, donc les femmes dans les situations de violence conjugale, leur histoire personnelle, donc des problèmes de santé, des problèmes de mobilité. Ça, c'était très important. Donc, les conditions de domicile avant, temps bien l'occurrence, et les conditions de refuge. Le genre, à Montréal, les refuges sont séparés en hommes et femmes et ils sont très différents, les conditions. Pour les hommes, c'est des grands dortoirs, 150 à 200 personnes. Les femmes, c'est les petits dortoirs, ou pas des dortoirs, il y a un refuge avec des dortoirs, mais c'est des chambres fermées, 20 lits. Donc, c'est très différent. Et il n'y a pas de standard, comme dans les autres villes, comme Toronto, il y a un standard de règlement de X nombre de lavabos par personne. Ici, c'est vraiment, comment dire, free for all, où chaque refuge fait ce qu'il veut. Les conditions économiques et le contexte sociopolitique aussi. Donc, si on pense au régime de retraite, des choses qui avaient une influence sur la capacité de déménager, leur choix, ça c'est lié au contrôle. Donc, avec tout ça, donc, ils pouvaient se sentir chez eux et pas chez eux, à domicile et en refuge. Et on va penser à ces 4 principes ici. Donc, ça c'est juste pour vous montrer qu'ils se sentaient à domicile et en refuge. À domicile, en refuge, c'était comme tout un processus fluide. C'était pas comme en refuge, je sens pas chez moi. Il y avait des aspects où ils se sentaient même plus chez eux en refuge que domicile et vice-versa. Et là, c'est un autre... OK. Donc, signification de chez-soi. Le contrôle. C'est Jean de 60 ans, il dit, le chez-soi, c'est que tu fonctionnes. Jean, il va fonctionner avec Jean. Jean n'a pas besoin de personne d'autre au monde pour fonctionner. Donc, il y a quand même un lien entre l'autonomie et le contrôle. Okay? Et là, l'intimité et le confort. Chez soi, c'est d'avoir mon propre appartement, de faire ce que je veux. Je me sentais aussi chez moi, chez mon père. C'était confortable, j'étais bien. Que vous voulez dire pas confortable? C'est moi qui j'ai demandé ça. Et il s'appelle Tiger et c'est eux qui ont choisi leur nom, hein, c'est pas moi. J'avais ma propre télé et mon frère avait le sien, dont on ne se chicanait pas. Okay. Et là, la sécurité. Sécurité, chez soi, c'est important, ça représente la base de vie, c'est comme un arbre. Autrement dit, c'est au cœur, ça représente la sécurité. Il faut que tu aies un toit avant n'importe quoi d'autre, tu sais. Donc là, ça fait penser au Maslow, l'hierarchie. Il faut avoir le toit, mais c'est pas tout ça. Mais la sécurité, c'est à la base. Okay? Et pour moi, le chez-soi, c'est la famille. Quand tu es entouré d'autres humains, ta femme, tes frères, tes sœurs, en fait temps. Donc, le sentiment d'appartenance était très, très important et lié au chez-soi, même si les gens étaient très isolés. OK. Donc là, je vais donner des exemples de... ça, c'est à domicile. Donc, avant tomber en itinérance. Ce processus d'oscillation. Donc, Marc, qui vivait dans une maison de chambre pendant 13 ans, et son confort était réduit à rien parce que son appartement était pris par des punaises de lit et son propriétaire a tout enlevé, sa télé, tout. Donc, il dormait par terre et il disait, je me sentais chez moi, mais sauf en dernier, j'avais plus de matelas. Il avait jeté le matelas parce qu'il était très affecté. Moi, je me sentais quasiment comme un prisonnier. Puis là, j'ai dit, un matin, c'est fini, là, je ne peux rien savoir, j'ai passé à l'acte. Et lui était sur une liste d'attente pour 7 ans pour un HLM. Et il est venu au refuge après avoir passé à l'hôpital parce qu'il n'y avait pas de place pour aller. Et là, c'était un cas un peu semblable. Anna, 61 ans, était dans un HLM pendant 22 ans. Elle dit, j'aimerais retourner dans ma quartier. J'ai beaucoup aimé les petits restaurants à l'occasion.
des petites choses comme ça. Puis moi, ça me faisait plaisir d'aller magasiner à la pharmacie, puis d'acheter mes produits, des choses comme ça. Il fallait vraiment que je crisse mon camp de l'endroit où j'habitais après 22 ans parce que je suis très, très, très amochée, très abîmée psychologiquement et physiquement. Je suis épuisée, puis bien, je ne pouvais pas rester chez moi toute seule, isolée avec tous ces problèmes-là. Donc, elle est allée envers des ressources pendant plusieurs années et ça tombait à rien. Et là, rendue plus âgée, elle avait des problèmes avec sa toilette, des choses où vraiment son quotidien, et elle n'avait pas les moyens pour déménager ailleurs. Donc, bon, son confort était réduit à rien. Elle se sentait elle n'avait plus de contrôle sur son appartement. Et c'est ça. Et ça a devenu un problème de sécurité parce qu'elle avait en plus de problèmes de santé. Et il n'y avait pas un ascenseur, donc il fallait qu'elle marche. Il y avait vraiment beaucoup de problèmes avec son logement. Et ici, ça c'était David qui a perdu sa femme, sa mère et sa fille dans un délai de 5 mois. Et lui, il avait quand même une carrière stable, il gagnait bien sa vie. Et là, il dit, j'étais à mon compte, j'étais chez moi, je pouvais faire ce que je voulais. Les gens disaient que notre appartement était la plus belle. Donc, il y avait quand même une fierté pour son appartement. Le plus beau des 4,5 dans les 22, parce que c'était tout décoré. Mais là, tout est arrivé au même moment. Il y avait beaucoup de monde qui me disait, ce n'est pas bon de rester, tu as vécu tellement longtemps à cet endroit avec ton épouse, ça te rappelle d'elle, mais moi je disais non, mais dans le fond, c'était un peu ça, plus la dépression. Donc là, il s'est isolé et bon, il était vraiment dans un deuil intense. Il s'isolait de plus en plus, il a rechuté dans l'alcool, il était abstinent pendant 30 ans et dans un an, il était dans la rue. Ça allait très, très vite. Et là, je vais parler de l'oscillation entre se sentir chez soi ou en refuge. Et les conditions de refuge, les sociétés qui disent, mais qu'est-ce qui m'amène du confort aujourd'hui? Ben, de savoir que j'ai une place pour dormir et que je ne vais pas me geler dehors. Donc, c'est quand même un sentiment de sécurité. C'était un lieu, ils savaient qu'il y avait au moins un toit. Ça démontrait que bon, les refuges quand même ont un rôle important dans qu'est-ce qui existe comme intervention et c'est quand même l'intervention principale à date pour les personnes en situation de défiance. Et là, Carole de 54 ans dit, si ça ne serait pas pour ces organisations, là, moi, je ne le sais pas où je serais, je te le jure, je serais probablement en prison. Donc, les gens avaient tellement peur de dormir dehors aussi, vraiment peur de dormir dehors, surtout les femmes, on peut comprendre. Et il y avait quand même pour les refuges pour femmes, un taux de refus de une femme sur deux, 50%, il y a vraiment une pénurie de lits. Et ça, c'est quand même un très grand problème à Montréal, parce que pour les hommes et femmes aussi, il faut que les femmes réservent une place. C'est pas comme où les hommes, ils font le line-up. Et bon, l'hiver, ils mettent les matelas par terre. Là, il y avait vraiment très gros manque de lits pour femmes à Montréal. Et c'était une très grosse source de stress pour les femmes et d'insécurité, de ne pas savoir s'ils vont réussir à avoir une place ou non. Et là, il parle quand même de l'inconfort, de l'insécurité. Christophe, il dit, dans le dortoir, nous sommes environ 45 qui dorment ensemble. Donc, vous pouvez imaginer. Donc, quand je parle de manque de confort, voilà ce que je veux dire. Ça, c'était quelque chose qui revenait souvent. Donc, le manque d'intimité dans les refuges. Et là, Nicole disait, mais puis quand tu es plus ou moins autonome physiquement, tu ne peux pas fuir n'importe où, tu ne peux pas dormir n'importe où. Puis, juste ça, il faut que je fasse 1 heure d'exercice dans mon lit avant de me lever. Il ne peut pas, ça me prend 1 heure pour dérouiller. Donc, dans les refuges, il y a des règles très rigides aussi. Donc, il faut se lever à une certaine heure. Bon, les lits ne sont pas toujours plus confortables. Donc, quand il est plus âgé ou il y a des problèmes de santé, il y a des défis que les plus jeunes, plus mobiles qui peuvent aller ici et là ont. Et pas tous les refuges à Montréal ont des ascenseurs non plus. Okay? Donc, ça, c'est un gros problème aussi pour les gens. Et c'est quelque chose qui est sorti dans les entrevues.
Donc, les règles contraignantes, c'est quelque chose dont les gens parlaient beaucoup. Et, mais là, c'était comme un double tranchant parce que les règles, d'un côté, avaient des avantages aussi pour les personnes. Donc, ici, comme Isabelle qui avait un problème de boisson, elle dit, j'ai peur de moi, j'ai peur de boire de nouveau, avoir du monde autour de moi, ça aide, je me sens plus en sécurité. Et là aussi, Nicole, bon, elle est tombée en équivalence après, elle est partie d'une relation amoureuse violente. Elle dit, finalement, je commence à me sentir en sécurité. Il y a des femmes et des caméras en bas 24 heures. Donc, d'un côté, c'est contraignant, mais aussi, ça donne les gens un peu plus de sécurité. Sentiment de sécurité que s'ils étaient dans un logement, comme avec le logement d'abord, où, bon, tu as un logement, mais tu ne contrôles pas qui peut rentrer dans l'appartement, etc. Donc, d'une certaine façon, les refuges donnaient plus de sécurité. Mais de l'autre côté, là, Nicole dit, ben, c'est mon expression parquet, c'est quand un refuge, tu ne peux pas faire ce que tu veux quand tu veux, tu ne peux pas prendre ta médication à 5 heures ou 6 heures parce que le repas n'est pas préparé à 7 heures. Donc, vous voyez, c'est quand même contraignant, toutes les règles dans les refuges. Ça, c'est Carole, 51 ans, qui parle de les politiques comme je disais, les femmes, ils peuvent seulement rester en moyenne 4 à 6 semaines dans les refuges. Et ensuite, il faut qu'ils bougent. Donc, c'est pour pas que les gens soient trop dépendants. Mais là, une chose, les personnes disaient, mais c'est comme, imagine, tu rentres, tu sors d'un trauma, tu rentres, tu as besoin de temps pour te reposer, parce que bon, et là, il y a une attente qu'il faut trouver un logement, un emploi dans 4 semaines. Et là, tu as poussé. Donc, les femmes disaient, c'est comme le système, ça leur. C'est comme ils voulaient qu'ils tombent en itinérance chronique parce qu'avec chaque. Tu sais, Carole était dans 5 refuges dans 5 mois. Hein? Donc, chaque fois, il faut qu'elle s'habitue à un nouveau climat. Et là, elle dit, mais si je trouve un job dans l'Est, et là, il faut que je trouve une place dans l'ouest de la ville pour l'autre refuge, comment est-ce que je vais faire le trajet? Ça, donc, elle dit, c'est ça, on va t'héberger un mois pour te retourner de bord. Tu ne peux pas, dans un mois, faire des démarches, que ce soit pour un emploi ou un logement. Ils ne pouvaient pas mettre un genre de programme de payer 25% et rester plus longtemps. Donc, ça, ils voulaient rester plus longtemps dans le refuge. Mais ce n'était pas possible. Et ça, c'est, les refuges pour hommes, ça, c'est pas pour la plupart des refuges femmes, mais il faut partir pendant la journée, hein. Donc, imagine, et Danny avait une marchette, et il disait, mais lorsque vous êtes âgé, vous pouvez marcher pendant 1 heure, quand vous êtes jeune, vous pouvez marcher pendant 8 heures. Et là, relations interpersonnelles. Donc, ici, ça, c'est Charlotte qui parle quand même du sentiment d'appartenance qu'elle avec les autres résidents dans le refuge et les prestataires de services. Donc, elle dit, j'ai vraiment un sens que les prestataires, les intervenantes m'apprécient comme je suis. Parce que accepter, c'est une grande chose pour moi, parce que je me suis toujours sentie rejetée. Et elle dit, c'est ça avec l'itinérance, c'est que tu n'as pas de sentiment d'appartenance, que tu es rejeté et que cette personne te veut. Donc, si tu n'as pas un sentiment d'appartenance, c'est quoi ta valeur? Mais quand les intervenantes dans certains refuges étaient à l'écoute, avaient un sentiment d'empathie, c'était extraordinaire l'effet positif sur les personnes. Et si le côté insécurité, c'est Patrice de 69 ans qui disait, en refuge, on m'appelait par un numéro et non par mon nom. Je trouve que ça est humiliant. Okay? Et ici, ça c'est une femme de 64 ans qui dit, le matin, il venait vers 7 heures pour nous réveiller. Et si on décidait de pas aller prendre le petit déjeuner, on avait le droit d'être par-dessus les couvertures, mais on n'avait pas le droit de fermer nos yeux.
On avait seulement le droit de fermer nos yeux dans l'après-midi. Je m'excuse, mais il traitait les filles comme si c'était un camp de concentration. Okay? Ciao. Okay. Et ici, ça c'est quand même les points positifs avec les autres personnes. Où une femme, Charlotte, elle dit, mais quand je parle ici, je vais inviter les femmes que j'ai rencontrées, elle dit mes small F friends, petits amis, petit A, pour l'action de grâce, surtout celles qui n'ont pas de famille. Et là, Tiger, il dit, mais ici au refuge, j'ai une famille, c'est pas comme une famille normale, mais c'est comme une famille. J'ai dit à un des intervenants, vous êtes comme une sœur pour moi. Je parle plus avec vous que ma sœur normale. Donc, vraiment, pour les gens très isolés, c'était quelque chose d'important. Mais il y avait beaucoup de peur, d'insécurité, peur de violence. Comme Christophe qui dit, c'est un monde que je ne connais pas. Il y a des gens dangereux, il y a des gens qui consomment, il y a des gens qui sont atteints de santé mentale. C'est toutes des choses que je ne connais pas, donc je vis la peur. Et là, Nicole dit, il y en a qui ont des caractères de chien. À un moment donné, moi, mon séjour se termine bientôt, puis quand je parle poliment, elle se prend pour une autre, alors je parlais, ouais, ça c'est quand tu es dans l'instinct vital primal, tu es plus authentique. Donc c'est ça, c'est des stratégies. Il y avait plein de contraintes, mais les personnes réagissait quand même contre ces contraintes. Donc là, elle a changé sa voix, la façon dont elle parlait pour être plus cool avec les autres et ne pas trop être comme prendre pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est comme des stratégies de survie. Et finalement, ici, le manque de contrôle sur leur situation aggravée par l'âge. Il disait souvent, comme David, du côté travail, si j'avais 20 ans de moins, j'aurais peut-être deux jours sans travailler parce que j'avais la facilité de me décrocher un emploi. Mais là, il a 70 ans. Et gens semblables, ils disent, moi, parce que le logement, puis je me fatigue, tu sais, j'ai 60, j'ai plus 20 ans, puis c'est ça qui fait que si tu t'épuises, tu deviens stressé. Puis là, après ça, ils te donnent des pilules comme solution. J'ai dit au médecin, excuse, je ne suis pas venue ici pour des pilules, je suis venue ici pour le logement. Et ça, c'était comme très impressionnant pour moi parce qu'on voit dans les refuges, partout, on va vers plus le biomédical et les services sociaux, ça est comme vu comme moins important. Et eux, ils voient ça aussi, ils sont là, ils ont accès à des médecins, mais là, ils ont besoin d'un logement pour se sentir en sécurité. OK, je vais passer les recommandations. Donc, pour la prévention. Donc, une des choses, je pense, c'est une des contributions majeures de cette étude. Bon, on a tendance, en général, de mettre les personnes âgées dans tout le même panier, les itinérants dans un panier. Et là, on voit, dans cette sous-population d'itinérance récente, il y a quand même deux profils différents, avec des besoins différents. Bon, il y a l'hétérogénéité dans tout cet échantillon de personnes-là, mais il y a des trajectoires différentes et c'est important d'être conscient. C'est quelqu'un qui a vécu leur vie dans la rue versus quelqu'un qui a eu une vie stable. Il va avoir des besoins différents et quand on pense à des logements, des règles et tout ça, ça va varier. C'est important à prendre en compte. Certainement, comme le dernier verbatim de Jean, c'est les logements adéquats. Pas juste des logements, mais des logements adéquats que les gens peuvent avoir un sentiment de sécurité, de contrôle et intimité, et de comprendre selon chaque personne qu'est-ce que ça veut dire. Parce qu'intimité pour une personne, est-ce que c'est chambre privée? Est-ce que c'est cuisine partagée? Qu'est-ce qui est important pour les gens? C'est différent selon les cultures aussi, tout ça. Donc, c'est important de penser l'importance du logement dans nos interventions. Et plus de travail de proximité. Je pense que beaucoup des cas pour être l'itinérance, quand on pense à David qui vit mal son deuil, quand on pense à les problèmes de logement, de punaise, des solutions là, mais souvent, il y a des équipes en itinérance et les équipes
maintien de domicile, on ne travaille pas nécessairement ensemble, tu sais. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on pourrait améliorer pour faire plus, comme après que j'ai travaillé ici, j'ai travaillé comme intervenante des milieux auprès des personnes âgées. Mon bureau était sur place, donc ce modèle-là d'être plus comme dans le milieu, c'était, je pense qu'il y a des choses intéressantes à explorer pour les gens dans plus de contexte. Et aussi la flexibilité et admission au programme, comme cette zone grise de 50 à 64 ans, ou avoir accès à des programmes, ça peut donner plus de moyens pour les gens. Donc là, pour les refuges, je suggère de reconsidérer l'aménagement des refuges en pensant à ces 4 principes qui sont importants pour le chez-soi. Parce que les gens ne veulent pas rester en refuge, ça c'est aussi un mythe, hein, que si on fait les refuges trop confortables, les gens ne vont pas vouloir partir, mais les gens veulent, ils veulent vivre dans leur propre logement, mais ils ont besoin du soutien, et s'ils se sentent trop insécures, oublie ça, ils vont pas être capables de trouver, ils vont être démoralisés. Donc, de repenser les règles et l'aménagement des refuges avec les 4 principes. Donc, adapter l'environnement physique pour les personnes âgées, surtout, et les personnes avec des problèmes de mobilité. Ça, c'est quelque chose, c'est sûr, il faut que ça change. Plus de flexibilité politique. Et ça aussi, j'ai parlé avec Monique Vallée, qui est responsable du dossier itinérance à la Ville de Montréal, et elle était vraiment choquée des conditions des refuges à Montréal. Donc, c'est quelque chose, on espère qu'il y aurait quand même un financement pour assurer que tous les refuges à Montréal soient accessibles pour les personnes âgées. Plus de lits, surtout pour le côté de femmes. Plus de soutien social en refuge. Donc, c'est ça. Il y a une étude récente de David Rothwell, qui a trouvé que les personnes âgées restent en moyenne 2 semaines plus longues en refuge. Donc, c'est important de les prendre en charge le plus tôt possible pour que cessent être dépassés à 5 refuges dans 5 mois et tout, être découragés pour éviter ce processus-là. Et on a vu l'importance du rôle des intervenants. Donc, assurer que les intervenants qui travaillent dans les refuges soient bien formés. Il n'y a pas des travailleurs sociaux qui travaillent dans la plupart des refuges. C'est les personnes souvent anciennement en situation d'itinérance qui n'ont pas nécessairement la formation. Donc, mais on voit que le rôle, c'est très important. Et pour investir, pour que les gens ont quand même une formation adéquate pour pouvoir travailler avec cette population très marginalisée. Et finalement, recommandations politiques. Donc, comme je disais au début, on est dans un virage de logement d'abord, housing first. Mais il faut repenser, mais c'est quoi? C'est logement avec soutien, mais quelle sorte de soutien? Est-ce que c'est un soutien pour trouver un travail? Qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui ont des besoins particuliers liés au vieillissement et les pertes d'autonomie? Il faut vraiment, il y a besoin de plus de recherche pour cette population, surtout si on regarde la population d'itinérance qui vieillissent. Et repenser les différents modèles de logement. Donc, marché locatif privé, peut-être c'est pas le meilleur modèle. Est-ce qu'on peut penser à autre modèle où les gens peuvent avoir ce sentiment d'appartenance, de ne pas se sentir si seuls, être entourés d'autres personnes. Et ici, changer le discours, donc de vieil et itinérant ou bien itinérant et vieil. Parce qu'ils ont changé le discours, le projet en Australie, pour pouvoir aller chercher des fonds pour les personnes âgées en situation d'itinérance auprès des ministères de vieillissement et non itinérance, parce que c'est une autre façon de penser, de voir, mais dans les politiques de maintien de domicile, chez soi, premier choix, mais chez soi, premier choix pour qui? Il y a quand même une hétérogénéité de personnes âgées qui n'ont pas un logement stable, donc il faut repenser toutes ces politiques pour cette population qui grandit très rapidement. Donc, voilà, la prochaine étape, comme je disais, je faisais mon postdoc présentement sur les processus de reloger les personnes âgées en situation d'itinérance, avec un projet aussi, je suis co-responsable d'un projet Québec Amis des aînés,
et collaborateur pour le projet Femmes itinérantes. Il y a 8 sites au Québec, dont Montérégie, Estrie, Côte-Nord et Montréal. Donc, c'est ça. Et bien, merci.